France Culture, les matins d'été. Guillaume Erner. Je me suis demandé à la suite de ces émeutes, à la suite de la mort de Nahel, comment on pouvait évoquer le rôle des intellectuels dans cette période très particulière que traverse la France. Et je me suis dit finalement que ce qui marquait cette période, c'était l'antiracisme, et cela c'est heureux, mais justement, et cela c'est nouveau, une différence d'appréciation sur ce qu'est l'antiracisme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du cercle des personnes qui considèrent lutter contre le racisme, eh bien, il existe aujourd'hui des désaccords qui provoquent des grilles d'interprétation, des grilles de compréhension différentes de ce qui est en train de se dérouler en France. Et c'est pourquoi j'ai décidé de donner la parole à Florian Gulluy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de philosophie au lycée Pasteur de Besançon. Vous êtes en duplex avec nous et vous avez publié L'antiracisme trahi, défense de l'universel. Et puis ici même dans ce studio, Nadia Ayala Kisukidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, philosophe et maîtresse de conférences en philosophie à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. On vous doit notamment Dialogue transatlantique, perspective de la pensée féministe noire et des diasporas africaines avec Jamila Ribeiro. Nadia Ayala Kisukidi, si vous deviez nous donner votre regard sur ce qui s'est déroulé en France depuis la mort de Nahel, en quoi la question du racisme se pose-t-elle, peut-être se pose-t-elle à nouveau frais suite à ce qui s'est déroulé? Merci beaucoup de me laisser la parole. Donc, la question du racisme, là où elle a été remise en avant par un ensemble de militants, d'universitaires, de personnel appartenant à la classe politique, c'est précisément pour essayer de dire mais qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à certains corps qu'on va immédiatement criminaliser? Pourquoi finalement un ensemble de corps appartenant, étant ceux de citoyens français, sont-ils perçus comme des corps qui ne méritent pas un même traitement que d'autres, qui ne méritent pas d'être traités avec une égale dignité que d'autres corps? Et c'est ici en fait où la question du facteur racial va être à nouveau réintroduite dans la mesure où il s'agit de penser un ensemble de processus qui font que certains citoyens français, en vertu de caractéristiques, excusez-moi de le dire, jugées ethno-raciales ou dites phénotypiques, vont être confrontés à des processus finalement qui les vulnérabilisent. Et donc c'est pour penser ces nouvelles formes de vulnérabilisation d'un certain corps de nos concitoyens français que les grilles raciales en tout cas sont à nouveau convoquées, et particulièrement peut-être pour penser la question des violences policières dans notre pays. Comment diriez-vous les choses, Florian Gulluy? Là aussi, votre regard sur ce qui s'est déroulé depuis la mort de Nahel? Eh bien, tout d'abord, une forme évidemment de tristesse, et d'autant plus que ce type d'événement se répète depuis plusieurs décennies. Après, il faut appréhender les choses non seulement sous l'angle du racisme, donc c'est à déterminer, hein, c'est pas à moi de le faire, hein, mais c'est à déterminer, mais aussi en fonction de la classe sociale, puisque les quartiers populaires condensent à la fois des processus liés à la question du racisme, mais aussi à la question des classes. Voilà, quant à ce qui se passe depuis quelques jours, à savoir les émeutes, ce qui pourrait poser problème, c'est le fait qu'on finisse par ne plus parler que des émeutes et que la légitime question d'une réforme de la police, par exemple, finisse par ne plus se poser, ce qui serait problématique puisque la question est urgente. Voilà. Et par ailleurs, le risque serait peut-être aussi de réduire le problème de ces dernières journées à un problème seulement de police, alors que le problème des quartiers populaires excède largement la question de la police et la question du racisme. D'autres processus à l'œuvre. Bien sûr, mais Nadia Ayala Kisukidi, cet événement, cette suite d'événements est née à l'origine suite à un meurtre avec un policier qui est présumé innocent, mais qui aujourd'hui est inculpé. Qu'est-ce que ça veut dire sur la police française, selon vous? Là aussi, qu'est-ce que vous diriez à ce sujet?
Alors bon, moi je ne suis pas une femme politique, je suis universitaire et également citoyenne et je constate également en regardant tous les travaux qui sont effectués donc par des chercheurs, par des universitaires, par des associations, les témoignages aussi de policiers en fait qui quittent également la police, qu'effectivement on est confronté à un corps de fonctionnaires d'État qui témoigne peut-être d'un ensemble de dysfonctionnements en fait. Et comme le rappelle un ensemble de militants, ou en tout cas de personnes expertes en tout cas de ce corps-là, il s'agit de penser la manière effectivement dont les policiers sont formés et la manière finalement dont est exercé le maintien de l'ordre dans notre pays, qui est une démocratie. Et je rappelle aussi que un ensemble de témoignages et de reportages ont été effectués sur la police qui sont assez scandaleux. Je me rappelle des témoignages qui ont été révélés par Street Press concernant un groupe Facebook de 8000 privés, de 8000 policiers témoignant de remarques antisémites, racistes, homophobes, etc. Et donc la question qui se pose, mais comment se constitue ce corps censé nous protéger les citoyens, qui devient une espèce de corps irréformable et qui semble manifester dans ses pratiques d'un ensemble de violences contre lesquelles on n'arrive pas à lutter en fait. Il y a eu une bataille sémantique, mais bien sûr les batailles sémantiques ne sont pas que sémantiques, Nadia Yala-Kisuikidi, et cette bataille sémantique, elle portait sur le fait de savoir si la police était raciste. Qu'est-ce qu'on fait de cet énoncé? Qu'est-ce que vous en faites? C'est un énoncé. Alors, on est dans un moment où il est extrêmement important de choisir ses mots, en fait. Parce que je crois que, et je reprends ce qui a été dit tout à l'heure par mon interlocuteur, on est dans une situation qui est extrêmement lourde, qui est extrêmement grave. On est confronté à une société française qui se polarise, où on voit également que des réflexions de type culturel, voire culturaliste, sont en train complètement... Qu'est-ce que ça veut dire, culturaliste? C'est-à-dire où on va essayer de, justement, c'est là où je vous parlais des questions raciales, où on va justement considérer qu'un ensemble d'individus, en vertu de leur culture, de leur pays d'origine supposé, voire fantasmé, ne sont pas solubles dans la République et appartiennent, ou en tout cas font figure d'ennemis de la société, qui vont fragmenter finalement le corps social. Et donc il est extrêmement important, en tout cas dans ce contexte où on peut très très vite sombrer et refuser finalement de prendre soin du corps social et de nos institutions, il est important justement de faire attention aux mots. Donc est-ce que la police est raciste ? Parce que c'est la question que vous me posez. Je dirais pas cet énoncé. Par contre, il y a un autre énoncé que je trouve très intéressant et sur lequel je pense qu'une réflexion, puisqu'il y a des antagonismes sur ce point, je pense en tout cas qu'on a affaire à des formes de violence de type systémique quand on a affaire finalement à ce corps précis ou à ce corps de fonctionnaire de l'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire systémique, puisqu'on entend souvent ce mot? Alors déjà, systémique, alors il y a deux choses, systémique et systématique. Là, ici, on a un ensemble de violences qui se répètent, qui sont systématiques. On a affaire à un ensemble de formes d'impunité face à un certain type de violence qui font que la question se pose de savoir mais pourquoi finalement on n'arrive pas depuis une trentaine d'années, alors que ces questions ont été traitées, posées, qu'un ensemble d'experts justement disent il y a peut-être des dysfonctionnements dans ce corps de l'État. Comment se fait-il que ces violences se répètent? Ça, c'est la première interrogation en fait. Et la deuxième interrogation, c'est mais pourquoi finalement, quand il est avéré finalement que ces violences ont eu lieu, pourquoi immédiatement en fait sont-elles silenciées ou existe-t-il quelque chose comme une espèce de chape de plomb qui fait que les débats doivent se refermer et qu'on ne s'engage pas dans une réforme là, peut-être effective. Non, mais par exemple, je me rappelle un point qui me paraît intéressant de souligner. Lors des manifestations qui ont eu lieu en France, je crois que c'est en juin 2020, et qui ont saisi le monde, en fait, donc c'était pas propre à la France, après l'assassinat de George Floyd, un nouvel ensemble de réflexions se sont tenues pour ouvrir le débat sur les violences dans la police, peut-être à l'échelle mondiale et aussi en France. Et c'était extrêmement intéressant de voir, là encore, comment le débat s'est déplacé, puisque je pense qu'il y a eu ce moment précis a été important, puisque un ensemble de personnes ont
entendu ce qui se passait, mais à nouveau le débat a été déplacé sur la question du déboulonnage des statuts, en disant finalement on a affaire à des individus qui ne veulent pas transformer les institutions pour assurer un meilleur fonctionnement de celles-ci dans nos démocraties, mais on a avant tout affaire à des individus qui veulent s'en prendre à la civilisation occidentale et qui veulent la détruire. Et ce sont toujours ces glissements des débats qui sont un petit peu peut-être épuisants pour les personnes qui tiennent au beau fonctionnement des institutions démocratiques, puisqu'il s'agit à un moment de savoir comment on se donne les moyens effectifs pour lutter contre les formes d'injustice et pour améliorer de manière effective nos sociétés. Florian Guilly, qu'en pensez-vous? Là aussi, peut-on dire que la police en France est raciste? Peut-on parler d'un racisme systémique? Votre regard? Je suis d'accord sur le fait de faire très attention aux expressions qu'on utilise. Alors qu'il y ait du racisme dans la police, c'est un fait. Voilà, qui est documenté, les boucles WhatsApp auxquelles il était fait référence, par exemple. En revanche, je pense que c'est peut-être réducteur de penser le travail de la police sous cet angle-là, notamment à l'égard des violences. Aux États-Unis, par exemple, on voit bien qu'il y a dans les meurtres, dans les gens tués par la police, une surreprésentation des Afro-Américains. Néanmoins, c'est documenté par le Washington Post, la moitié de ceux qui sont tués par la police sont des Blancs. Et ce qui réunit les Afro-Américains tués par la police et les Blancs tués par la police, c'est le fait que la quasi-totalité vivent dans des quartiers délabrés. Et donc, penser le travail de la police uniquement sous l'angle, sous le prisme du racisme, risque d'occulter le fait qu'il y a là aussi une dimension sociale, une dimension de gestion de la pauvreté dans ce travail et dans ces violences. Voilà, c'est pour ça que je préférerais ne pas utiliser ce type d'expression, ajouter au fait qu'une institution elle est traversée par des contradictions. Je préfère parler de contradiction d'une institution plutôt que de la penser sous une expression qui laisserait entendre qu'elle agit que dans un sens. Mais est-ce que le système, pardonnez-moi, je vous coupe, vous êtes en duplex, Florian Guilly, est-ce que le système policier, est-ce que le système étatique français, est-ce que ce système secrète de manière consciente ou inconsciente, parce qu'il peut y avoir des processus cachés, est-ce qu'il secrète de la discrimination ou des stéréotypes selon vous? Bon, le système policier, vous voulez dire? Ou le système étatique en général? Pour ce qui est du travail de la police, là aussi, il y a des enquêtes sociologiques sur le contrôle aux faciès, donc il me semble qu'il s'agit d'un fait. En revanche, la question, c'est comment interpréter ce phénomène-là? Dire, est-ce qu'on peut intégralement subsumer sous le concept de racisme? C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans une enquête faite à la Gare du Nord par Fabien Jobard, on voit bien que, par exemple, l'accoutrement joue énormément dans le contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement une dimension raciale, il y a aussi le fait d'être assimilé à un jeune de cité. Et la couleur de peau qui ne serait pas liée à tel accoutrement fait que vous êtes moins contrôlé. Donc c'est en ce sens-là où je pense qu'il est difficile de penser le travail policier, en l'occurrence cette institution, uniquement sous cet angle. Même si cet angle est présent, évidemment, et pose problème, est lié à un esprit de corps de la police qui fait qu'il y a une sorte d'impunité lorsqu'il y a des violences. Nadia Yala Kisuki, ce qui étonne lorsqu'il est question donc de racisme systémique, par exemple, c'est le fait que dans la France actuelle, à la différence d'une France antérieure, France coloniale, France de Vichy, eh bien le racisme n'a pas sa place, il est même sévèrement condamné par les tribunaux. Donc comment expliquer ce paradoxe, en tout cas paradoxe apparent, qu'il pourrait y avoir des comportements racistes dans un corps, je ne parle pas évidemment de comportements individuels, mais dans un corps, alors même que celui-ci est combattu par la loi. Alors cette question, elle est extrêmement importante. Je voulais juste dire un point, réagir et reprendre sur cette question. Je pense qu'il est important de saisir que dans les mouvements actuels, ou en tout cas dans les réflexions actuelles, il n'y a pas de grille de lecture visant à opposer de manière radicale et stricte, comme on a pu l'entendre, les questions raciales aux questions sociales. Le simple fait simplement de parler justement des quartiers populaires témoigne bien
bien, en tout cas, qu'il s'agit de penser, en tout cas, un ensemble d'espaces qui sont confrontés à un ensemble de problématiques, dont celle de la pauvreté et celle de la misère sociale. Donc, quand on parle des questions raciales ici, il ne s'agit pas de les appréhender à partir d'un prisme réductionniste qui viserait, d'une certaine manière, à invisibiliser toutes les formes de discrimination. C'est extrêmement important de rappeler ce point, justement, pour ne pas caricaturer les choses. Ensuite, sur la question que vous venez de poser, là où elle est extrêmement importante, c'est que, après tout, moi, je peux entendre qu'il soit difficile de considérer que quelque chose comme une présence, allez, disons-le avec des mots assez euphémisants, une présence massive du racisme soit présente en France. C'est extrêmement violent au regard des principes qui constituent notre République, les principes de notre Constitution, en fait, et auxquels, en tant que citoyen français, on s'identifie subjectivement, en fait. Donc, comment expliquer qu'une, peut-être, République qui s'est fondée en droit et qui reconnaît le fait que tous les citoyens doivent être traités de la même manière, ce qu'on appelle l'universalisme républicain, en fait, comment considérer que cette République-là, qui suppose que tous les citoyens doivent être traités de la même manière, indépendamment de toute forme d'appartenance sociale, jugée culturelle ou que sais-je encore, donc le fameux sans distinction de race, en fait, que quelque chose comme des phénomènes massifs de racisme, qui ne soient pas simplement du racisme individuel, puissent se perpétuer. Et il me semble que c'est précisément l'espèce de sidération devant laquelle on se trouve quand on voit que finalement, face à des phénomènes massifs par moments de violence, d'insultes perpétrées qui se répètent, on n'arrive pas à trouver de solution et que les paroles justement des individus qui les dénoncent sont immédiatement disqualifiées, en fait. Et c'est ça la difficulté. Comment justement continuer à voir que dans notre République, finalement, des phénomènes de racisme, en fait, pas seulement individuels, mais portés parfois par certains corps sociaux, ne puissent pas finalement être condamnés. On va vous retrouver, Nadia Ayala Kisukidi. Vous avez notamment publié Dialogue transatlantique avec Jamila Ribeiro et Florian Gulli. Vous avez publié L'antiracisme trahi, défense de l'universel dans quelques instants. 7h-9h, les matins d'été. Guillaume Erner. Les conceptions de l'antiracisme. Nous sommes en compagnie de Nadia Ayala Kisukidi, romancière, philosophe, maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. On vous doit notamment Dialogue transatlantique, perspective de la pensée féministe noire et des diasporas africaines, en compagnie de Jamila Ribeiro. Et en duplex avec nous, Florian Gulli, professeur agrégé de philosophie au lycée Pasteur de Besançon. On vous doit notamment L'antiracisme trahi, défense de l'universel aux presses universitaires de France. Justement, l'universel, puisque c'est l'un des mots qui fait débat, Florian Gulli, l'universalisme à la française protégerait-il à la fois du racisme, mais aussi d'un certain nombre de choses que par défaut je vais nommer communautarisme? Voilà, autant d'expressions que j'utiliserai pas, ni universalisme à la française, ni communautarisme. Il est absolument nécessaire, je pense, de critiquer des instrumentalisations de l'universel. Alors, soit parce que Lévi-Strauss l'avait bien montré, soit parce qu'une culture se prétend universelle et veut s'imposer comme modèle à toutes les autres. Mais dans ce cas-là, c'est une culture particulière qui prétend être universelle. Donc ce qu'il faut critiquer, ce n'est pas l'universel en soi, mais la prétention à l'incarner, alors qu'on est simplement une culture particulière. De la même manière, en France aujourd'hui, il y a un discours de l'universalisme français qui tend à dire qu'il n'y a pas de discrimination de fait. Donc ça, ce type d'universalisme, en effet, doit faire l'objet d'une critique, mais pour moi, il s'agit d'instrumentalisation de l'universel pour nier la réalité ou pour s'ériger en modèle. Mais pardonnez-moi, Florian oui. Gulli, l'universalisme, c'est a priori une belle idée, une idée plutôt noble. Alors on peut instrumentaliser tout, y compris bien sûr les belles idées, mais l'idée qui consiste à dire que formellement, les femmes, les hommes sont égaux dans un universel qui ignore les religions, les races, les origines. Cela vous paraît être une idée discutable ? Alors, elle est discutée. Moi, ça ne me paraît pas être une idée discutable. Et dans l'ouvrage, j'essaie de montrer qu'en fait, toute la grande tradition liée à l'émancipation s'est référée à cette idée-là, de Toussaint Louverture,
par exemple, dès Toussaint l'Ouverture, dont Aimé Césaire disait qu'il est venu pour réaliser en fait la Déclaration des droits de l'homme. Quelques mots sur Toussaint l'Ouverture pour nous le présenter. Donc, Toussaint l'Ouverture, c'est le leader de la révolution de Saint-Domingue qui donnera naissance à Haïti. Et donc, il est imprégné des idéaux de la Révolution française et il fait écrire dans la Constitution de Saint-Domingue cette idée de l'universel, que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et il lutte contre les clauses d'exclusion mises en place notamment par le Parti colonial français qui ne reconnaissait d'hommes que de blancs. Et donc, au lieu, il ne critique pas du tout l'universel, il dit « appliquons-le à tous ». Nous, on le veut aussi. Et il y a une partie de... Pas tout l'antiracisme est une galaxie, une nébuleuse, très hétérogène, mais il y a parfois un glissement vers la critique de l'universel en tant que tel. Et là, qui s'inscrit contre cette longue tradition, je pense aussi à l'ANC, par exemple, de Nelson Mandela, qui, en 1940, dit s'inspirer de la charte de l'Atlantique de Churchill, qui déclare les hommes libres et égaux. Et Mandela dit, oui, certains en Occident disent qu'il s'agit d'un masque, que c'est qu'une coquille vide. Nous, on le prend, parce que nous, ça nous permet de retourner contre le régime d'apartheid. Nadia Ayala, qui dit l'universel en tant qu'il ignore justement un certain nombre de formes de repli identitaire, alors à commencer bien sûr par le racisme, mais aussi un certain nombre de replis identitaires qui pourraient être une tentation, un fait pour des personnes racisées. Est-ce que ça n'est pas l'universalisme qui doit nous protéger en France ? Alors, cette question-là aussi, elle est importante et il faut savoir ce qu'on fait des termes qu'on emploie et voir dans quelle mesure on les interprète. Vous avez mobilisé un terme qui a fait énormément polémique dans les sphères médiatiques et politiques françaises, à savoir celui de racisé. Qu'est-ce qu'on entend par racisé ? Alors, racisé, en fait, quand on emploie ce terme, il ne s'agit pas de définir une identité, c'est-à-dire une unité fondamentale à partir de laquelle des individus se définiraient à partir d'un ensemble de caractéristiques immuables et auraient un ensemble d'intérêts communs objectif. C'est pas ça, racisé, en fait. C'est pas une espèce de manière de justifier à nouveau l'infondé, c'est-à-dire une catégorisation raciale de la population. C'est pas ça. Racisé, en fait, définit l'ensemble des processus par lesquels des sous-groupes humains sont altérisés dans une société selon un ensemble de caractéristiques... Altérisés, rendus différents. Rendus différents, pardon, selon un ensemble de caractéristiques ethno-raciales qu'on peut juger archaïques, en fait, et qui vont les confronter à des processus de vulnérabilisation. Et donc, ici, quand on emploie ce terme, on est effectivement dans un rapport critique à l'universalisme en disant, mais précisément, il y a des failles dans notre manière peut-être de distribuer les droits dans ce pays. Peut-être que tous les citoyens ne sont pas traités de la même manière en vertu précisément de processus qui les différencient ou qui les altérisent. On ne parle que de cela quand on parle de racisation ou de racialisation de certains groupes. On ne parle pas d'identité, on ne réinvestit pas, là encore, un vocabulaire archaïque de la race qui appartiendrait aux idéologies racistes nauséabondes qui sont celles du 19e siècle. Mais Florian Gully, en France, par exemple, on considère qu'un noir, un juif, ça n'existe pas pour la République. Et il n'y a que des êtres humains. Est-ce que ça, c'est une manière de se rassurer à bon compte? Parce qu'un juif, un noir, ça existe. Ce sont par exemple des personnes qui peuvent être victimes du racisme. Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de protecteur qu'il faut sauvegarder? Mais alors, je ne sais pas si en France, on sait exactement ce que vous dites. En tout cas, il y a bien un niveau qui est la citoyenneté. C'est a priori la forme de l'universalisme républicain le plus pur. Oui, mais on peut l'entendre de deux manières. Soit vous considérez que l'individu, effectivement, se définit par la citoyenneté et les droits qui lui sont connectés à l'exclusion de tout le reste. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas autre chose que ça. Ou alors vous considérez que le fait d'être titulaire de droits est une dimension qui permet de définir l'individu sans que cette dimension suffise à le résumer.
Hein, et on pourrait considérer, je prends un exemple, que le fait de disposer de la nationalité française, par exemple, eh bien, vous confère un certain nombre de droits qui sont des réalités, qui ensuite sont différemment bien, qui ne sont pas nécessairement appliqués convenablement. Mais on ne peut pas considérer que ce niveau-là, par définition, doivent nous rendre aveugles au fait que par ailleurs, on est un homme ou une femme, un noir ou un blanc. Je pense que ces différents niveaux de détermination de l'individu ne sont pas exclusifs les unes des autres. Et parfois, en effet, on a des discours, et c'est là où c'est critiquable, qui c'est de l'instrumentalisation, où on dit non, vous n'êtes pas, finalement, le fait d'être un homme ou une femme, ça ne compte pas. Bon, ben là, c'est sûr, ça, c'est critiquable. Parce qu'on oppose, en fait, ces déterminations de l'individu. Nadia Yala Kisukidi, je vais vous poser une question difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Elle est difficile aussi pour des philosophes, pour une philosophe comme vous l'êtes. Il y a en ce moment une évidence en France. La suite des troubles que nous venons de connaître doit nous conduire à poser autrement la question du racisme. Qu'est-ce qu'il est urgent de faire selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait convoquer pour réussir à tenter donc de guérir ce corps social qui manifestement est en proie à de nombreux troubles? Alors, je suis sensible à votre question. Je ne suis pas un philosophe, Thomas Sturge, qui va s'engager dans le sauvetage du corps social. Mais au moins, là, je voudrais toujours répondre à ce qui vient d'être dit. On a un corpus de textes. Et là, je vais revenir au champ de la philosophie, si vous permettez. On a un corpus de textes dans la philosophie française, ou en tout cas dans le champ théorique de langue française, extrêmement puissant, extrêmement forts, et qui peuvent aussi également servir de boussole pour nous orienter, en tout cas dans tous ces débats, où très souvent la raison sombre et où notre langage s'effondre. Et moi, c'est vrai, quand je suis confrontée à ces questions de l'universalisme, je considère très souvent, et ce n'est pas du tout une désinvolture, que ces questions ont déjà été traitées. Elles ont déjà été traitées dans de grands textes dont il faut s'inspirer. Et je pense au texte d'Aimé Césaire, que j'aime à citer, la lettre de démission au Parti communiste de Maurice Thorez, dirigé par Maurice Thorez à l'époque, de 56, où il revient effectivement sur la question de l'universalisme et sur le rapport à la différence. Aimé Césaire, c'est un des grands penseurs de la négritude, donc de l'identité noire, d'une certaine manière, qui n'entre pas du tout en contradiction avec la possibilité de défendre une certaine idée de l'universel et la proclamation d'une idée très claire et transparente, les mêmes droits pour tous les humains, en fait. Donc, on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre la défense de différences qui nous constituent, qui dessinent notre identité comme une trame narrative, et la possibilité de se solidariser avec autrui et de défendre la possibilité pour tous de partager un commun et de vivre dignement. Même chose, Florian Gully, si vous deviez, malgré votre qualité de philosophe, ce qui ne condamne pas à l'impuissance, mais... j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça non plus. En plus, il y a Nassim El-Kabli qui vient d'entrer dans ce studio, et un autre philosophe, donc je vais être vraiment en minorité. Mais malgré tout, que diriez-vous à ce sujet, Florian Gully? Qu'est-ce qu'il nous faudrait faire collectivement? Oui, ça me paraît une question quand même effectivement très, très, très difficile, et à nouveau, c'est pas pour botter en touche, mais effectivement, la qualité de philosophe, il prépare pas nécessairement. Néanmoins, moi, il me semble que d'un point de vue, il y aurait des choses à faire d'un point de vue théorique, c'est-à-dire d'avoir un tableau plus précis de l'état et de la nature des discriminations, par exemple. Il y a plusieurs types de discriminations. Par exemple, contre lesquels on ne lutte pas de la même manière. Par exemple, la discrimination raciste, discrimination directe, et puis ce qu'on peut appeler par ailleurs des discriminations probabilistes ou statistiques. Alors je donne un exemple pour être plus clair. À New York, il est difficile pour un Afro-Américain de trouver un taxi. À Manhattan. Et il y a deux types de justifications. Soit il y a donc un racisme du taxi, qui refuse de prendre des personnes noires, soit le taxi, ayant peur que les personnes afro-américaines lui demandent de les ramener dans un quartier dangereux, refuse de les prendre. Et ça, pour les afro-américains, le résultat est le même, ils ne trouvent pas de taxi. Par contre, la lutte contre chacune de ces discriminations induit des stratégies différentes. Et j'ai l'impression qu'on a un peu parfois tendance à écraser toutes les discriminations derrière un terme, par exemple racisme, sans voir qu'il y a énormément de logiques différentes. Et ça, il me semble que ce serait une tâche politique très utile
que de pouvoir affiner cette lecture des discriminations. Nadia Yala Kisukidi. Oui, je voudrais dire également qu'on est en ce moment, il y a énormément dans la science sociale française, énormément de travaux en fait qui portent sur les questions raciales et qui sont passionnants. Daniel Sabat a écrit un article à ce sujet dans Politique dernièrement qui permet de faire un très magnifique panorama de ce qui se joue dans les sciences sociales françaises actuellement. Et là aussi, il est extrêmement important de comprendre, de ne pas disqualifier ces travaux. Quand on mobilise la notion de race comme concept descriptif au penser des relations de pouvoir, en aucun cas, les chercheurs et les universitaires ne réinvestissent de vieilles idéologies racistes, mortifères, qui sont fondamentalement traumatisantes. Et c'est extrêmement important de s'intéresser à ces travaux et de voir comment on peut utiliser cette notion, non pas à l'exclusive de toutes les autres, classe, genre ou que sais-je encore, mais pour essayer de comprendre, en tout cas quand on s'intéresse à la manière dont se constitue ce pays, ce qui le fracture et aussi les manières peut-être de l'apaiser ou en tout cas de le transformer vers un mieux-être en tout cas. Merci à tous les deux. En tout cas, sur France Culture, lorsqu'on prend des querelles intellectuelles, on les traite de manière extrêmement policée. Merci Nadia Yala Kisukidi. Dialogue transatlantique, c'est le livre que vous avez publié avec Djamila Ribeiro, Perspective de la pensée féministe noire et des diasporas africaines. Merci Florian Gudy. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'antiracisme trahi, défense de l'universel.